a priori c'est bon, et donc on est en direct ce soir. Et ce soir nous recevons Aurélie Wellenstein pour la sortie en avant-première, puisque c'est demain qu'il sort, de son nouveau livre « L'épée, la famine et la peste » aux éditions Scrinéo. Ah, bon, belle couverture. Bonsoir Aurélie, merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être venue. Donc on va parler du Petit Nouveau. Il parle de quoi, le Petit Nouveau? Quelques mots comme ça. Quelques mots. Alors il n'est pas facile à résumer en quelques mots. Plus de mots. Au niveau de l'univers, donc je suis partie des araignées. Les araignées tissent dans les pensées des hommes, dans la tête des hommes, et du coup leurs pensées s'engluent dans la soie, dans les toiles, ralentissent, et les gens sombrent peu à peu dans la mélancolie. Et ça fait quelques années que ça empire en fait. Le phénomène devient de pire en pire, il y a de plus en plus d'araignées, on ne sait pas du tout d'où elles arrivent. Et il y a des villages entiers qui sont pris dans les toits, dans des cocons. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Donc il y a notamment l'Église, la Sainte Inquisition, qui a été péchée pour lutter contre le phénomène. Et donc qui en accuse des sorcières, araignées, et tarentins, je les ai appelés, de déclencher ce phénomène. Donc ça va être un peu une histoire de chasse aux sorcières. Entre les proies et les chasseurs qui sont les inquisiteurs. Dans ce tome-là, on va suivre les proies, qui sont au nombre de 3. Donc une sorcière araignée qui est toute jeune, qui a 14 ans, je crois, 14-15 ans, qui s'appelle Erin, et qui a été accusée par quelqu'un de son entourage d'être une sorcière. Donc elle est attrapée par l'Inquisition et elle est amenée dans les donjons de l'Inquisition. Mais on ne suit pas qu'elle, on suit aussi 2 autres personnages. Il y a 3 points de vue qu'on va suivre dans le bouquin. Il y aura aussi un garçon qui s'appelle... Alors moi je dis Cillian, alors vous prononcez comme vous voulez dans vos têtes. Je pense qu'en vrai il faudrait prononcer Cillian ou Cillian, je sais pas. En fait, à la base il s'appelait Célian, mais c'était trop français, donc j'ai dû angliciser. Donc bon, je vais dire Cillian. Cillian est aussi un jeune garçon qui, lui, va un peu par hasard trouver un casque de loup, un aume en forme de loup. Et à partir du moment où il va le coiffer, le mettre sur sa tête, il y a la voix d'un loup qui va lui parler et qui va lui dire « maintenant t'es foutu ». À partir du moment où tu as mis ce casque sur ta tête, t'es à moi. Dans 30 jours, tu deviendras un loup, je prendrai possession de toi, tu disparaîtras, je t'engloutirai complètement et tu deviendras moi. Et tu seras plus là. Donc il ne peut plus retirer le casque en fait. Il lui dit « si tu retires le casque, t'es mort ». Donc il le garde. Et il a toujours cette voix qui lui parle, et qui le menace. Donc il va falloir qu'il trouve lui une solution jusqu'à la prochaine pleine lune, sinon il disparaît en fait, remplacé par cette espèce de démon qui lui parle dans sa tête. Et le dernier, Sullivan, est plus âgé, c'est un homme d'une 40aine d'années, qui a fait des croisades dans une terre où règne, soi-disant, une déesse araignée. Donc l'Inquisition l'avait envoyé là-bas pour triompher de cette déesse. Il revient et complètement fracassé par tout ce qu'il a vécu là-bas. Vraiment quelqu'un qui va très mal, qui porte sur ses épaules le poids de toute cette violence. Et en plus, quand il rentre, il découvre que sa femme et son fils sont décédés à cause des araignées. Donc il est au bout du rouleau au début du roman, il est pour se suicider, se jeter d'une falaise, et là lui apparaît donc, le cerf de la couverture, comme un miracle, comme une apparition fabuleuse, le cerf apparaît, débarque sur le haut de la falaise, et dans l'œil du cerf il voit son fils. Il se dit ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je vais vivre pour lui, je dois vivre, mon fils est là dans l'œil du cerf, qu'est-ce que je fais? Comment je rattrape la situation? Est-ce que je peux le faire sortir de là? Est-ce que je peux récupérer mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est un cadeau qu'on me fait? Est-ce qu'on est en train de me maudire? Est-ce qu'on est en train de se foutre de moi? Est-ce que je deviens fou? Voilà, donc on va suivre Cillian, Erin, Sullivan dans le tome 1 de l'épée, la famine et la peste. Et ils vont se rejoindre et voilà, il va arriver un tome d'aventure. C'était plus que quelques mots. Hein. Oui, mais en même temps, il y a 3 personnages. Donc voilà. il y a 3... Faut que je bosse le pitch, parce qu'en salon aux aliénales, si je fais un quart d'heure à chaque fois, Alors, pourquoi les araignées?
Pourquoi j'étais partie sur les araignées? J'ai du mal à me rappeler. Au départ, je pense que j'ai cherché... Vraiment, je sais. Tu sais, en fait, c'est très compliqué parce qu'on me pose souvent des questions et en fait, les bouquins, je les ai écrits il y a tellement longtemps en arrière que l'idée, des années avant, qu'il y a certaines idées qui s'effacent, on ne sait plus d'où on a pris l'inspiration. Je me dis, je devrais noter au fur et à mesure les inspirations comme elles viennent. Par contre, j'ai découvert, mais j'avais déjà choisi l'araignée, j'ai découvert assez vite la taranta, qui est une danse, et dans les Pouilles en Italie, où en fait on danse pour guérir. On danse la taranta pour guérir. L'idée, c'était qu'en fait, les personnes victimes du mal, du tarantisme, avaient été mordues par une araignée qui s'appelle... je ne sais pas si c'était une tarentule, mais je crois que c'était la lycose de Tarente, exactement celle que je prends dans le roman. Et donc les gens dansaient. C'était une danse vraiment hyper, très très énergique. Hein. Bougeait dans tous les sens avec une musique qui va à fond et tout ça. Et cette danse-là permettait aux gens de guérir. Donc ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et il y a une partie du roman qui repose sur cette idée-là, de danser, de faire la fête pour repousser les araignées. Donc en fait c'est assez fou parce que c'est un monde qui va très mal, qui est très gris, il y a toutes les toiles partout, et en même temps il y a beaucoup de couleurs, les gens s'habillent avec des couleurs vives pour repousser les araignées. On leur dit mais faites la fête, dansez, dansez, dansez. Il y a de plus en plus de fêtes, on invente des fêtes n'importe quand, pour les saints, pour les saisons, pour n'importe quel jour de l'année, il y a des fêtes et tout le monde danse et tout ça parce qu'on dit ça va repousser les araignées. Donc, et ça c'était vraiment lié à cette danse de la tarenta et du tarantisme qui existait dans les Pouilles. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils font tant la fête, au point même que nos personnages, ils tombent des fois sur une fête, ils ne savent même pas pourquoi il y a cette fête, ouais. C'est pas quelque chose... Ils font la fête partout, tout le temps. Ouais. D'accord. Et il y a beaucoup de couleurs, il y a la fête des couleurs où on se lance des pigments comme en Inde, on fait toute partie de cette idée-là. Donc voilà, il y a ce paradoxe-là entre cette espèce d'exubérance un peu forcée et la mélancolie, la dépression. Oui, on voit aussi qu'ils ont leur feu de joie, des choses comme ça, parce que c'est très sombre tout ce qui se passe autour des villes qui ont été envahies par les araignées. Ouais. Enfin, les couleurs du roman, je pense, pour ceux qui ont commencé, l'ambiance est quand même très grise, oui. Avec ces points de couleur. Ça va, au fond, il faut que je parle plus fort ou pas? Moi, j'ai été très impressionnée parce qu'il y a donc des araignées. Mais les descriptions ne sont pas si poussées que ça, parce que moi au départ je me suis dit j'arriverai jamais à les lire. Alors est-ce que c'était une volonté d'épargner les arachnophobes ou c'est que c'est pas ça le but? On voit plus les femmes araignées que les araignées elles-mêmes au final. Non mais ça j'y ai pensé aux arachnophobes, hein. Ouais, non mais c'est une vraie difficulté du roman et je pense qu'il y a des gens qui vont pas y aller hein, parce qu'ils vont se dire non, moi j'aime pas, ça me dégoûte, ça me fait peur et tout ça. Mais non, on y va, hein. Après, j'ai pas cherché non plus à épargner. Hein. Elles sont au cœur de l'univers. Oui, mais il n'y a pas de description poussée de l'araignée elle-même. Ouais. Ça reste. Il y a des femmes araignées, mais. S'il y a 2-3 petits moments où une araignée, une sorcière araignée passe à l'action. Oui, mais c'est une sorcière araignée, c'est pas une. Moi, j'imaginais bien la scène en tout cas. Oui, mais alors moi j'ai pensé à Saga. Avec ses grandes pattes. Voilà, ses grandes pattes. Mais pour moi, j'ai plus pensé à Saga. Elles me font penser un peu aux personnages qu'il y a dans le comics. Et c'est pas de l'araignée, les petits trucs qui courent partout et qui vont me monter dessus. Elle est trop grosse de toute façon. Oui, c'est bien je trouve pas tout à fait la même chose. En ce qui concerne les araignées, on découvre qu'il y a quand elles mordent quelqu'un, il va se passer deux choses différentes. Les hommes et les femmes vont pas avoir il va pas leur arriver la même chose, et ensuite ils vont pas être traités pareil. Traités différents surtout. Donc quand c'est un homme qui est mordu par la lycose de Tarente, il peut arriver qu'il soit illuminé, et l'illumination lui donne des pouvoirs de clairvoyance. Donc quelque chose de positif. En revanche, quand c'est une femme qui est mordue par l'araignée, c'est considéré vraiment comme de la sorcellerie, comme de la diablerie, et c'est rejeté, étraqué et annihilé. Il y a très peu d'hommes illuminés. Oui, mais il leur arrive quoi? Les autres, ils meurent...
moins mordus. Non, Les femmes. et ils vont être mélancoliques et dépressifs. Oui, tout simplement. On retrouve une thématique que vous avez déjà traitée dans des textes précédents, de la possession par un esprit. C'est une thématique qui est vraiment importante pour vous? J'étais partie tout début quand j'écrivais des romans, j'avais envie d'écrire sur le devenir démon. Et je me suis un peu calmée avec ça en fait, parce que le roi des choses est un pur devenir démon. C'est vraiment une trajectoire comme ça, très sombre, très noir. C'est un vrai roman de dark fantasy. Et j'ai plus trop envie de ça. Je suis plus trop sur cette trajectoire-là. Je mets plus quand même d'espoir maintenant, de résilience, de personnages qui s'en sortent par le haut, des personnages qui s'entraident. J'ai vraiment envie de ça dans celui-là. Ok, c'est des personnages qui sont traqués, mais ils vont être ensemble. Donc ça aide à tenir. Tandis que le roi des fous va à la trajectoire complètement inverse. Vous partez de 3 personnages qui sont ensemble, et alors le trio va exploser en vol, et c'était aussi ça qui m'intéressait d'écrire dans le roi des fous. Mais c'est des trajectoires qui sont très sombres. Là, je vais avoir un autre type de trajectoire, donc plus sur le devenir démon, même si ça parle beaucoup de ça quand même. Mais sur la transformation aussi. Ouais. Parce qu'on voit bien que les femmes, notre héroïne, si elle est Taranta, elle va se transformer probablement comme les autres. Donc on a cette idée de transformation qui est très présente chez les 2 adolescents. Ouais, que j'aime beaucoup, que je fais beaucoup dans mes romans, transformation en animal, qui est une aspiration intéressante. Puis on a le cas du cerf qui lui est à part. Ah, le cerf est complètement à part. C'est vraiment un animal, c'est pour ça que la plupart du temps on l'appelle le miracle. Il est très très spécial. Et donc il a aussi un physique spécial, parce que comme vous voyez sur la couverture, ses bois c'est des épées en fait. Des épées entremêlées, des lames entremêlées. Oui, ça fait beaucoup de suspense. Voilà. Donc une des grandes thématiques, c'est quand même tout ce qui va traiter de la chasse aux sorcières et de l'inquisition. C'était un choix dès le début d'être un peu le centre de faire sur cette thématique-là ou... Ouais, ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la chasse à l'homme. Ne pas sortir de son contexte. Voilà. C'est un truc que j'avais vraiment, ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire depuis toujours. Donc, et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Enfin, quand tu cherches des bouquins sur la chasse à l'homme, il n'y en a pas des masses. Donc voilà. Puis là, c'est aussi beaucoup la chasse aux femmes, puisque c'est quand même... Oui, je dis la chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme. Voilà, parce qu'on a quand même clairement toute la chasse aux sorcières avec le fait que une femme, on l'accuse comme on veut et on la traite un peu comme on veut aussi pour se dire, oui, c'est une sorcière, la preuve. Alors, c'est pas que ça, c'est une thématique hyper importante dans le bouquin qui est une thématique féministe, sur la figure de la sorcière, de la femme qu'on veut remettre en captivité et ramener sous contrôle. Donc, les femmes sauvages avec du pouvoir. Mais pas que. Je suis partie, parce qu'il y a aussi le loup-garou, qui est donc accusé lui de lycanthropie. Et ce roman, à la base, outre le thème de la chasse à l'homme, c'est aussi le thème des étiquettes. C'est-à-dire des étiquettes qu'on vous colle et puis qui vous collent à la peau, en fait, qui deviennent un manteau, puis qui deviennent votre propre peau. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de traiter dans ce bouquin-là. Pourquoi eux, on va finalement les nommer l'épée, la famine et la peste, les 3 fléaux, et puis comment tu endosses ce rôle que les autres t'ont mis en fait. Et justement, l'origine de ce titre. C'est biblique. Ouais. Alors j'adore ce titre, je me suis beaucoup battue pour qu'on le garde, parce que mon éditeur n'aime pas du tout. Il pense que ça fait trop historique. Oui. C'est pas la première impression. On n'est pas d'accord, voilà. J'ai raison. Donc oui, c'est tiré de la Bible, en fait, c'est un verset de la Bible dont je ne me souviens plus la totalité, mais c'est j'enverrai sur eux l'épée, la famine et la peste. C'est encore des grandes histoires de malédiction, d'horreur. On s'y retrouve dans la religion, souvent.
Donc on a nos deux adolescents qui sont sur une étape plus de transformation et on a notre ancien militaire et bah, lui il est particulier aussi parce qu'on sent qu'il y a une question un peu de stress post-traumatique peut-être dans le traitement. C'était pareil, une volonté d'aller c'est creusé sur le passé du personnage en fait. C'est beaucoup ça qui m'intéresse aussi, c'est d'aller au-delà des apparences. Et donc là, tu construis ton personnage en remontant loin dans son passé. C'est ce que j'ai fait dans Yardam aussi, où j'ai vraiment beaucoup bossé les personnages de Kazan. Et là, pour Sullivan, effectivement, on va voir comment il s'est construit en fait. Comment il s'est construit et qu'est-ce qu'il a démoli. Parce que cette guerre, elle a l'air un peu perdue d'avance. C'est de la folie en fait. Il pourchasse des ombres évidemment. Une déesse araignée. Oui, c'est complètement abandonné. Mais c'est la folie de l'Inquisition dans l'absolu qui montrait. Parce que ils sont quand même très très atteints tous à s'acharner comme ça. Après, c'est des points de vue. Parce que moi, je suis très athée. Donc, je dois aussi me projeter quand j'écris mes bouquins dans un milieu où on croit à tout ça, évidemment. On croit au miracle, on croit aux malédictions, on croit aux dieux et aux déesses araignées. Hein. Donc, tous les personnages y croient, tout le monde y croit. C'est moi, en tant qu'autrice, là où je vous dis, oui, effectivement, les déesses araignées peuvent toujours la chercher. C'est pas comme je spoil. Non, c'est pas un point très important. C'est vraiment du background. Et donc on a un garou, on a une jeune fille qui va sûrement tourner araignée. Et pourtant c'est eux les gentils, c'est les humains qui sont des monstres. Oui, souvent. Alors le roi des fous, oui, c'est. En plus là les animaux. Mais alors ça je peux vraiment pas en parler parce que c'est une clé du tome 2. Les animaux ont une place déterminante dans l'histoire et dans la trajectoire des personnages. Et comme souvent chez moi, ce sont des trajectoires positives. Donc Roi des Fous est ancien, donc c'est vrai qu'il a 7 ans maintenant, donc j'ai toujours envie de le spoiler, mais je vais quand même pas le spoiler. Mais il y a aussi des trajectoires positives dans les transformations du Roi des Fous. Mais il tente énormément. Maintenant, on a le public qui cherche, qui essaye de faire le lien avec. Mais là, en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on a fait des couvertures animalières, entre guillemets, aussi parce que ça me manquait. Parce que Yardam et Désert des couleurs, on était partis sur vraiment des figurations humaines. Et moi, j'aime bien les couvertures animalières. Donc là, j'ai un peu poussé Aurélien, alors que je ne fais jamais. J'aime bien que ce soit lui vraiment qui décide de ce qu'il va illustrer. Mais là, je lui ai glissé le fait qu'on pourrait peut-être faire le cerf, sur la couverture, et peut-être un autre animal sur le tome 2. Donc c'est vraiment deux animaux. Ouais, puis ce cerf, il a l'air tellement irréel que c'est bien de le voir en dessin, parce qu'après on se demande à quel point tout le monde est fou. Oui. Après, chacun l'imagine comme il veut. Hein. Oui. C'est vrai que. J'ai une autre couverture qu'il avait fait avant, on le voyait de face. Et il était beaucoup plus doux. Ah. Ouais. On voyait le museau tout doux, tout humide, les grands yeux marron noirs. Oui, c'est le fils en même temps, c'est un peu normal de voir de la douceur dans cet animal-là, parce que c'est d'ailleurs celui qui apporte la douceur dans l'ensemble de l'histoire quand même du cerf. Mais après je voulais faire, je suis partie dans un gros délire avec les couvertures et je voulais que les animaux soient face à face. C'est ce que j'avais dit. La couverture du tome 2 va répondre vraiment. Et du coup ça marchait pas avec le cerf de face. Et je lui ai dit est-ce que tu pourrais le remettre de profil, et donc on a fait comme ça. Ça c'est pour pousser les gens à mettre aussi leurs livres devant le reste de leur bibliothèque, soit face à face. Non mais à la base j'avais encore une idée plus folle, je voulais les mettre l'un au-dessus de l'autre. Et que la couverture se réponde comme ça, que ça fasse un mouvement descendant et ascendant dans les deux sens. Mais bon, on a des idées des fois.
Et donc, justement, ces 2 tomes, est-ce que c'est différent d'écrire un diptyque que d'écrire vos autres romans? Bah, c'était horrible. Donc jusqu'à présent, les lecteurs ils disaient ah c'est bien, vous faites du one shot, on en a marre des sagas en 13 tomes qui sont jamais finis. Je disais ah oui, ah, le one shot c'est bien et tout. Je ferais que du one shot dans ma vie et tout. Puis voilà, après je me suis dit ah mais en fait pourquoi pas faire autre chose, changer un peu. Donc j'ai choisi le diptyque. Mais vraiment c'est pas un gros roman qu'on a coupé en 2. Il y a vraiment ça, c'est la raison d'être du projet, c'était qu'il soit double. Mon idée c'était Mulholland Drive, donc j'ai revu Mulholland Drive et tout ça. Mulholland Drive est un film qui fonctionne sur un pivot central. Donc là, le bouquin va fonctionner sur un pivot. Je veux vraiment que ça pivote. Vous allez tout renverser. En 2, tout se renverse, tout change. Et c'était vraiment ça que je voulais. Par contre, ça va vraiment prendre tout le monde à contre-pied, donc il va falloir s'accrocher là. Et par contre c'était compliqué. Donc vraiment je me suis dit ouais je ferai plus jamais, c'est trop dur et tout, parce que en fait le fonctionnement en pivot oblige de tout équilibrer. C'est aussi pour ça que j'ai écrit les 2. Et on publie le 1, le 2 est fait et fini et tout ça, parce que je voulais pas qu'il y ait des erreurs évidemment dans le 1, que je ne puisse plus corriger. Et donc mon éditeur de façon très jolie dit oui, c'est une toile d'araignée, Aurélie tisse sa toile et tout ça. Mais c'est pas complètement déconnant parce que vraiment il y avait beaucoup de choses à mettre en parallèle, en miroir. Et il y a beaucoup d'indices dans le 1 que normalement le lecteur ne peut pas percuter. Mais qui sont bien là. D'accord. Pour intriguer tout le monde encore. Voilà. Donc maintenant tout le monde va lire en notant tout pour être sûr de se dire est-ce que je l'avais vu ou pas. Donc ça sera le seul diptyque comme c'est parti. Non, je sais pas, mais c'est vrai que c'est une expérience intéressante, mais c'est hyper complexe à faire. Beaucoup plus qu'un one shot. Surtout que jusqu'à présent je faisais des... Moi j'aime bien les bouquins linéaires parce que ça fonce. Un peu comme La mort du temps, tu vois, où tu cavales. Au roi des fauves, tu cavales. Et ça j'adore parce que c'est très rythmé. Là c'est un peu pareil, on est quand même sur un parcours avec nos 3 personnages et puis il faut qu'ils avancent bien aussi. Parce que, ne serait-ce que parce qu'on en a un, la lune elle est là, et il ne peut pas la bloquer. Bizarrement ça se stoppe pas ces choses-là. Pas de chance pour lui mais ça se stoppe pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. L'histoire de Sullivan, elle est quand même, je trouve, assez particulière parce que même si on retrouve ce soldat, on sent qu'il y a un regret chez lui, vraiment, d'être allé à la fois à la guerre et de tout ce qu'il a perdu. On comprend après, de toute façon, pourquoi il a fait telle ou telle chose, mais il a... cette possibilité presque d'y retourner. Pourquoi est-ce qu'on peut dire sans spoiler pour qu'il arrête? C'est compliqué. Mais est-ce que lui, en fait, il se rend compte de ce que les autres ne comprennent pas? Par rapport au fait que c'est ridicule ce qu'ils sont en train de faire, d'aller tous se battre là-bas, lui il comprend? Ou c'est juste qu'il est à bout? Non, je pense que vraiment, encore une fois, les personnages, ils y croient. Tu vois, c'est la religion. Donc, il va pas remettre en doute ça. Il va pas questionner l'existence ou pas de cette fameuse déesse qu'il avait à combattre. S'il arrête, c'est autre chose, c'est la violence. Mais finalement, cette fois-là, ils y croient tous. Et il y a plusieurs légendes, parce qu'il y a la légende de la sorcière, il y a une légende de quelqu'un qui est en dessous. Ah oui, la tisseuse. Ouais. Voilà, parce que les femmes, elles se transmettent une information. Là, c'est pareil. Pourquoi... comment dire
Bah oui, c'est compliqué parce qu'il faut en parler sans spoiler ce que dit l'histoire. La tisseuse, c'est avant tout une façon de tenir, parce qu'il faut à chaque fois qu'elle passe l'Inquisition, qu'elle passe les... ou bien on sait qu'elle existe, mais est-ce que c'est juste, pour beaucoup, juste une façon de tenir et elles iront jamais aller chercher, ou c'est plus que ça? Ah bah c'est vrai que c'est un espoir pour les filles accusées de tarantisme. Hein. Elles se raccrochent à cette figure de la tisseuse, qui est une sorte de sorcière suprême qu'aurait acquis tous les pouvoirs de l'araignée. Et qu'elle pourrait les protéger et qu'elle pourrait les aider. Donc effectivement, quand vous êtes dans les donjons de l'Inquisition, c'est une pensée, à savoir qu'il existe quelque part cette sorcière-là qui peut conforter. Et donc on a une tisseuse, on a des araignées qui tissent des toiles, mais on a aussi des humains qui tissent. Parce que c'est ça qui est particulier, parce que notre petite Erin, au départ, elle travaille donc sur une... Bah oui, elle tisse aussi. Elle travaille sur une tapisserie pour ensuite être accusée d'être une... Mais c'est une façon de répondre aux araignées. En fait, dans ce royaume-là, la tapisserie est un art important parce que... tous donc les tisseurs de la tapisserie, s'ils s'arrêtent de faire leur tapisserie, les araignées gagnent gros. Donc en permanence dans les ateliers, ils travaillent. Jour et nuit, ça travaille, ils se remplacent pour que sur les doigts et tout ça, il n'y ait qu'une microseconde d'arrêt et qu'on continue à faire la tapisserie. Et c'est une manière, voilà, légendaire de dire, on combat les araignées aussi comme ça. Pas que par la fête. Non, ils font la fête et ils tissent les tapisseries. Et personne ne sait ce que représente cette tapisserie gigantesque. Oui. C'est quand même assez fou. Et il y en a des bouts qu'on voit de temps en temps dans le royaume, mais la scène en entier, personne ne sait ce que c'est. Il n'y a que les illuminés qui le savent. Bah oui. Mais moi je ne sais pas. Je sais que mon éditrice, ça m'a dit, mais elle représente quoi ta tapisserie? Je ne saurais jamais. Ça prouve un peu la folie de leur truc et de leur façon de croire qu'ils vont réussir à stopper les araignées, parce qu'ils sont tous dans ce... Bah oui, de toute façon, comme on a beaucoup dans un cas comme ça, il faut stopper les choses et comme on peut, même si on y croit, il faut y croire, même si c'est complètement absurde. Toutes ces légendes. Alors, est-ce que je sais qu'il y en a qui ont lu, donc je sais qu'il y en a qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On est commencé ou pas ou bien sur les précédents. Il faut remonter encore plus loin dans la mémoire. C'est des questions sur les précédents. Oui, moi je voulais savoir quelles étaient vos inspirations en fait pour écrire ce livre, de quoi vous vous êtes inspiré. Vous aviez parlé de Mulholland Drive tout à l'heure, vous avez évoqué la chasse aux sorcières. Est-ce que vous avez fait aussi des recherches plus historiques À la base, vraiment au tout départ, j'étais partie que sur la lycanthropie, mais je fais systématiquement ça dans mes bouquins. Je pars quasiment toujours de la lycanthropie. Yardam, c'était pareil, à la base dans la ville, ils se transformaient tous en loup-garou. Je disais, ah, c'est trop bien, donc tous se transformaient en loup-garou. Après, je fais, mais t'es con ou quoi? Ça va pas, enfin, fais autre chose, fais quelque chose de plus original. Donc, évidemment, le roi des fauves, c'était des loups. Les loups chantants, c'est resté. La mort du tonneau, quand même, pas de loup dans... Si, il y a un homme loup. Ah, il y a un homme loup. Donc il y a toujours des loups partout dans les histoires. Et là, c'était parti à la base que de Cillian, en fait, de me dire... ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de remonter dans l'histoire quand la lycanthropie, à un moment, on a quand même dit, ah, mais c'est peut-être une maladie, en fait. C'est peut-être pas que de la sorcellerie, de la magie, du diable et tout ça, c'est peut-être des gens malades. Et donc il y avait des médecins, je crois que c'était au XVIIe siècle, c'était quand les procès battaient leur plein. Ouais. On en a tué des soi-disant loups-garous à l'époque. Il y avait quelqu'un qui disait, mais c'est des grands mélancoliques. Et donc la maladie, en latin, on appelait ça insania lupa, la folie louvière. Et je trouvais ça génial, je fais, ah ouais, il faut bosser sur ça, la folie louvière, la
mélancolie, les loups. Et tu vois comme ça s'est un peu transformé en fait. Finalement c'est les araignées qui ont pris la mélancolie. Et donc on a un garçon qui est un garçon loup quoi. Mais où là ça ressemble plus à la psychose hein, parce qu'il a donc cette voix qui lui parle dans la tête. C'est ça. Et qui le menace, une voix menaçante. Mais donc oui, historiquement, les procès des sorcières, mais les procès des loups-garous, la tarenta, les pouilles, la danse, je pense qu'il y avait plein de trucs. Mais après, ça se dissout dans ma tête et je sais pas. Ok. Une question. Oui. Donc je l'ai pas encore lu, ça va venir. Mais par rapport à vos précédents livres, c'est mon ressenti de voir une double lecture en fait par rapport aux thématiques donc, fantastiques. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières comme la mémoire ou la mélancolie qui vous tiennent à cœur particulièrement dans les différents ouvrages que vous avez faits? En général, Oui, tous en transversal. Ouais. Vraiment le rapport aux... Enfin, je pense que le principal c'est le rapport à l'animal. Ouais. Presque dans tous. Pas dans tous, mais presque. Puis beaucoup sur les trajectoires de personnages en fait. C'est quoi l'humain? L'humanité quoi. L'humanité et l'homme animal. La mutation, enfin la métamorphose. Ouais. Soyez pas timide. Et du coup, vous avez dit que vous aimez bien énormément la lycanthropie. Quelles sont vos inspirations littéraires dans ce genre? Qu'est-ce que j'ai lu sur enfin, assez classiquement, j'avais lu un truc très connu de Biclit, je sais plus comment ça s'appelait. Après, j'ai pas spécialement kiffé, hein. Mais ouais, c'était sympa à lire. C'est La fille qui se transforme en coyote. Merci Thompson. Merci Tom, j'étais dessus. J'attendais l'indication que ce soit ça. Parce que moi je rentre pas trop dans les délires avec les alphas et tout ça, les meutes, mais c'est sympa à traiter, je pense que c'est sympa à détourner. Et à bosser, donc je ferai peut-être un jour. Non, et puis les origines de l'appel de la forêt. Hein. Génial quoi. Génial. C'est Cro-Blanc, je trouve, est moins kiffant parce que c'est un loup qui est apprivoisé. Mais l'appel de la forêt est extraordinaire parce que c'est le mouvement inverse. C'est le chien qui se libère. C'est le chien qui retourne à l'état sauvage, c'est le chien qui suit la louve. Alors ça, symboliquement, c'est top. Hein. Voilà. Suivons les loups. Retournons à la forêt et soyons sauvages. Pas d'autres questions. Du tout. Même sur les précédents. Oui, je trouve que ils sont très très timides alors qu'ils sont très nombreux. Pas d'autres questions. C'est le premier rang qui est... Oui, mais c'est les bons élèves qui sont devant. Sylvain. Peut-être une question. Est-ce qu'il y a d'autres projets de bande dessinée? Oui, plein. Bien. Donc l'année dernière, j'ai sorti La baleine blanche des mers mortes, qui se passe dans l'univers de mon roman Les mers mortes, mais quelques années avant. C'est une préquelle qui se passe à Paris. Et je me suis dit, faudrait que je pitche un peu les mers mortes. En fait, les mers mortes, c'est un univers où on a tué la mer au sens propre. Et la mer a disparu de la surface de la Terre et elle revient. Le postulat de base est très fantasy. Hein. Et la mer revient sous forme fantôme pour hanter les hommes. Donc la mer peut déferler absolument partout vu que c'est un spectre. Elle est immatérielle. Elle déferle sur Paris et elle draine avec elle des animaux fantômes qui portent encore les blessures de ce qu'ont infligé les hommes aux animaux. Et les animaux se vengent. C'est vraiment une vengeance de la nature. Les animaux reviennent pour dire, bon bah là, vous nous avez fait du mal, vous avez tué la mer, maintenant c'est à nous de vous faire du mal. Donc dans La baleine des mers mortes, la BD, on est une dizaine d'années avant le roman. On est à Paris et donc c'est au-dessus de l'Opéra Garnier, il y a une baleine qui apparaît lors de toutes les marées hautes. Le phénomène s'appelle les marées hautes, quand la mer fantôme arrive. Et les musiciens de l'Opéra de Paris jouent pour elle en fait pour apaiser son âme. Donc il y a toute cette aventure
du fantôme de la baleine et des personnages, de leur lien avec cet animal. Et là, donc j'en ai 3 en cours. Et la prochaine qui sort, c'est Equinox le 4 janvier. Et alors, j'espère vraiment que ça va être une super aventure, parce que moi j'y crois beaucoup. Le dessin est plutôt de type manga, en couleur, super soigné. C'est un peu du Magical Girls, pour poser un peu le thème, parce que c'est 4 meufs, et c'est 4 filles qui se transforment en chevaux sauvages à la pleine nuit. C'est plutôt jeunesse. C'est pas lié ou pas un livre là. C'est pas lié, c'est lié vaguement au tout premier roman que j'avais publié, qui est plus disponible depuis 10 ans. Et donc ouais, ça va être vraiment, vraiment, vraiment fun. Moi j'adore le graphisme, je trouve que la fille bosse super bien. Et vraiment, on a kiffé faire ça. Par contre, c'est en plusieurs tomes. Hein. C'est pour ça que je dis que j'y crois beaucoup, parce que j'en ai prévu 5. Donc j'espère vraiment que ça va marcher, qu'on pourra aller jusqu'au bout de l'aventure. On sort le tome 1 en janvier. Normalement, on doit sortir le tome 2 en juin. Et c'est chez qui? C'est chez Dracou, comme la baleine. Et je sais pas si elle a commencé à bosser sur le 2, donc ça va être un peu la course. Et voilà, donc ça va être hyper chouette. Donc ça c'est le prochain. Et après, là j'ai commencé à adapter Chevaux de foudre, qui était un de mes romans chez Maillard. On a commencé cet été. Et sinon j'ai toujours la Venise des Louvres qui traîne, parce que c'est très très lent à illustrer. Voilà les projets de jeu. Encore une petite question pour finir. Les projets romans, du coup. Et les projets romans, il y en a beaucoup. Alors, en fait, ça va être l'avalanche en début d'année prochaine. Hein. Vraiment, Bonne nouvelle, hein. il y a le tome 2 qui va sortir en février. Il y aura le Pocket du désert qui va arriver à peu près dans ces eaux-là aussi. Le désert des couleurs. Le désert des couleurs, de quoi ça parle? J'en profite. J'ai tout maîtrisé. C'est un... Il est beau. Il est beau aussi. Ils sont tous beaux. C'est un univers où en fait le monde s'est désertifié et où chaque grain de sable est le souvenir de quelqu'un. Donc quand on marche dans ce désert, on perd progressivement la mémoire. C'est un désert qui est très beau, multicolore, magnifique, avec plein d'endroits magiques, mais qui est très dangereux parce que si on s'y perd, on va devenir complètement amnésique. Et donc la seule manière d'explorer ce désert pour voir s'il existe d'autres oasis où les hommes pourraient aller, c'est de voyager avec une créature du désert qui s'appelle le Mimorian. Et le Mimorian, en fait, est capable de repérer les souvenirs que la personne perd, de les ingérer, de revivre le souvenir à la place de l'humain, et de lui les restituer par le récit. De lui dire, voilà, tu as perdu ce souvenir, rappelle-toi, tu as vécu ceci, ceci, cela, et de lui raconter, mais ça sont très très imagés, hein, et pas comme je fais là. Oui. Mais comment ils savent que c'est vrai? Que c'est le vrai souvenir? Oui. Mais c'est toute la question. Parce qu'un souvenir en plus c'est subjectif. Donc de quelle manière la personne se déconstruit en marchant dans le désert, et de quelle manière le Mimorian est-il en train de la reconstruire? Est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper? Donc voilà, c'est un vrai puzzle identitaire, le désert des couleurs. Ça remonte sur la mémoire, mais pas que. Ça raconte vraiment une trajectoire de vie du personnage principal. Qui est le personnage principal? Et ça, on va le redécouvrir à travers ses souvenirs. Vrai, faux, on est un peu perdu. Donc le désert des couleurs en poche en début d'année, et en grand format en attendant. Et pour les petits, en mars, pour les 8-12, on fait un mini space-up sur les baleines encore. Les baleines dans l'espace, évidemment. Et c'est pour voilà, les 8-12 ans, c'est illustré. On est en train de travailler sur les illustrations, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça sortira le 9 mars, chez Ozu. Et voilà, la BD en janvier, l'épée, la famille et la peste 2 en février, le Pocket je sais pas quand, mais sans doute en même temps. Oui, j'en suis sûre en même temps. Et Ozu, le petit, pour les petits en mars. Et donc et puis évidemment j'écris j'écris toujours, je n'arrête jamais. Donc là j'ai écrit un western, ce qu'on appelle du Weird West, du western bizarre, étrange, cauchemardesque, avec des monstres. Voilà, avec des chevaux,
qu'il y a des loups, non, il n'y a pas de loups. Y a-t-il des médicaments? Et La fille du feu, qui est un roman qui me pose beaucoup de difficultés, mais que je vais reprendre bientôt, sur les feux de forêt. Donc avec une approche plutôt à la fois très réaliste et très onirique. Enfin, on est vraiment, c'est pas, on n'est pas dans une fantaisie très lointaine, ça pourrait se dérouler en ce moment ou dans 2 ans, quoi. On est vraiment sur des personnages qui nous ressemblent beaucoup. Et ben merci Aurélie Belenstein. Oui, c'est juste qu'il y a quelqu'un dans le live qui aimerait bien que vous parliez du dieu oiseau. Ah oui, je sais pas, j'ai dû... Voilà. Merci au live de participer et de poser des questions. Voilà. Le dieu oiseau, alors lui il est inspiré, j'avais découvert, je lisais sur les langues, je crois que c'était vraiment du temps, je lisais sur les langues indéchiffrables, donc le rongo-rongo en île de Pâques, et en fait en lisant ce bouquin sur le rongo-rongo, je suis tombée sur une compétition qui existait à l'époque, enfin ça a plusieurs siècles, sur l'île de Pâques, et qui s'appelait la compétition du dieu oiseau, de l'homme oiseau. Où c'était des champions qui sautaient d'une falaise, nageaient dans la mer, partaient sur une île voisine, réescaladaient des falaises, et le premier qui trouvait une œuf du sterne, du dieu oiseau, devenait auréolait de gloire tout son clan, et il était lui érigé comme une sorte de dieu vivant. Hein. Après lui il se retirait pour prier pendant 1 an et tout ça, donc j'en ai fait une version plus trash. Je me suis dit, ouais, c'est sur les romanesques, trop bien le oiseau, tout ça, mais je vais en faire une version un peu trashouille. Donc, le dieu oiseau, croisement île de Pâques, mais avec un côté aussi aztèque. On est sur une île qui périclite, avec 10 clans, et tous les 10 ans, eux ils font une compétition tous les 10 ans, pas tous les ans comme la vraie compétition, où chaque champion des 10 clans va participer à cette compétition, et celui qui gagne, pareil, fait auréole de gloire son clan, et son clan va régner pour les 10 ans à venir. Et il y a donc une nuit de fête, j'aime bien les fêtes en fait, c'est marrant. Il y a une nuit de fête terrible quand la personne gagne, qu'on appelle le banquet, et à ce moment-là, ils ont le droit de faire absolument tout ce qu'ils veulent, donc c'est un carnage. Donc le dieu oiseau a un côté à la fois... clairement, c'est mon plus noir. Il faut être quand même assez... Enfin, le cœur accroché pour le lire. Je ne suis pas sûre de réécrire un jour quelque chose d'aussi violent. J'allais pas très bien avec toi, quand même. J'avais besoin de déchirer les trucs. Et il y a un côté un peu Hunger Games, parce que j'adore ce moment. Et en version très fantasy. Est-ce qu'il y a une autre question du live Je vois pas d'autres questions pour le live. S'il y a des gens qui veulent poser des questions dans le live, c'est maintenant. C'est vite, sinon on va dire au revoir. Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Bon. Merci Aurélie d'être venue nous parler du nouveau roman Les Clés de la famille. Merci pour votre attention. Merci. Et pour votre... C'est sur le plus en bas. Ok. C'est sur le plus en bas. Ouais. Non. Et puis après, il va te demander. Non, c'est celui-là là. Alors attends, je sais pas. Hop. Zut. Non, arrêtez en haut. Ah ok. Hop. Ah ok.